Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo analyse, donc on va regarder un reel en une seule fois, et ensuite à partir de ce reel, je vais vous expliquer pourquoi ce qui est dit dedans, ça n'a pas de sens. Je vois à peu près le titre de la vidéo que je vais mettre, un truc du style paternité discale, sciatique et lombalgie, 3 exercices et c'est fini. Si vous connaissez pas la chaîne et que vous arrivez et que vous pensez que je vais vous montrer 3 exercices pour soulager tous vos problèmes de dos, bon bah vous allez être déçus et vous pouvez partir. Par contre, si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est hernie discale, sciatique et tout ça, vous pouvez rester, je pense qu'il y a des choses, je vais dire des choses intéressantes. Donc on regarde le reel, rapidement, et ensuite on passe à l'analyse. La famille, pour tous ceux qui ont des problèmes de dos, soit sciatique, hernie discale, ou même en termes de prévention, et vous pensez que vous Soulager êtes dans le une préjudice. chirurgie ou de cortisone ou de infiltration pour soulager ça, soigner ça, c'est totalement faux. Vous pouvez soigner avec des exercices de mobilité. Je vais vous montrer ça tout de suite. Premier mouvement, la famille. Alors, vous choisissez une jambe. On va prendre la jambe gauche. On lève le tibia gauche et en même temps, le menton se lève. Voilà, c'est de la Faites 10 neurodynamique. répétitions, ça va provoquer un Grosso afflux modo. nerveux vers là où vous avez mal. Ça va commencer à soulager la douleur. Ça va envoyer un Mouvement influx numéro nerveux. 2, on pose le bout du talon sur le bord du banc. Le dos, ça baisse doucement. On crée encore un afflux nerveux On crée un influx nerveux vers le bas du dos. vers le bas du Troisième dos. mouvement, Alors je sais pas si on c'est un va exercice juste d'étirement des ischios monter ou un doucement les exercice jambes. de C'est une extension neurodynamique, lombaire, comment il le mais présente. sur banc horizontal. Si vous voyez que votre squat provoque un peu de Et là douleur, vous c'est ne savez pas d'où ça du vient, gainage à la fin. je conseille fortement de le faire comme on dit, mais au prévenir que guérir. Et à la fin du gainage, voilà, bon. La famille. En gros, il dit que il peut prévenir et soulager vos douleurs de dos, que ce soit des lombalgies, des hernies discales ou des sciatiques, donc comme ça, il met tout, c'est plus simple. Il dit que si vous pensez que vous avez besoin de chirurgie ou de cortisone, bah en fait non, tout peut se régler avec de la mobilité. Alors, on va voir que non, hein, même si les infiltrations et les opérations, c'est quand même très rare. Faut pas non plus tout mettre dans le même panier et dire que tout va se soigner comme ça. Et donc en fait, on nous présente un mouvement de neurodynamique. Le deuxième mouvement, c'est un étirement des ischios ou un exercice de mise en tension du nerf sciatique. Je sais pas comment il le présente parce qu'en fait, il nous montre juste ça comme ça. Et le troisième, c'est du gainage, ok, pour les érecteurs du rachis, à plat sur un banc, et en disant que si on a mal au squat, c'est ça qu'il faut faire pour aller mieux. Donc, on va voir en fait que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que... En fait, simplifier, je veux bien, mais donner des exercices en disant que ça va soulager et en plus de ça, ça va prévenir les douleurs de dos, bah en fait, c'est complètement faux. Donc, je vais juste commencer avec un exemple, l'exemple de la hernie discale. Parce qu'il y a marqué hernie discale dans le reel, hein. Donc en fait, la hernie discale, déjà, ça peut rentrer dans plein de catégories différentes. Donc si on trie, quand on regarde les classifications au niveau de la lombalgie, alors bon, si vous suivez la chaîne, vous le connaissez ce tableau par cœur, hein. Donc dans les lombalgies, il y a 3 types de lombalgies. Grosso modo, on a les lombalgies non spécifiques, on a les lombalgies avec symptômes neuro, et on a les pathologies spécifiques qui vont nécessiter un avis médical. Et bien en fait, la hernie discale, elle peut rentrer dans toutes les catégories. C'est-à-dire qu'on peut avoir une pathologie spécifique, qui est le syndrome de la queue de cheval, par exemple. Donc en plus, là, j'ai fait une vidéo complète il n'y a pas longtemps, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Donc ça peut être une pathologie spécifique, où là, peut-être qu'effectivement, la chirurgie, ça peut être indiqué. Alors pareil, il n'y aura pas toujours ces histoires de drapeau blanc et tout ça, mais en général, si au cabinet, vous recevez ça, vous n'allez pas faire de la neurodynamique. Si vous recevez un patient avec un syndrome de la queue de cheval, vous allez l'envoyer aux urgences. Ensuite, on a tout ce qui est symptômes neuro. Donc là, en gros, c'est pareil, la hernie discale, ça peut provoquer ça. Si par exemple la hernie discale vient compresser une racine ou un nerf spinal, on peut avoir des symptômes neuro. Et ensuite, ça peut aussi être dans les non spécifiques, hein, c'est-à-dire peut-être que ça peut être juste on peut avoir une hernie discale, il n'y a pas forcément de compression des racines, il n'y a pas de syndrome de la queue de cheval, mais peut-être que le disque il peut faire mal en soi, une douleur nociceptive du disque, ça existe aussi. Mais en plus de ça, la hernie discale, elle peut être asymptomatique, hein. Là, je vous ai mis une protrusion. La protrusion, si on prend des gens qui ont 40 ans, il y a un tiers des personnes qui en ont et qui ont chez les personnes qui n'ont pas mal au dos. Ok. Donc chez les personnes qui n'ont pas mal au dos, à 40 ans, il y a un tiers des personnes qui ont une protrusion discale. Donc voilà, déjà, en fait, on peut pas tout mettre dans le même panier comme ça. En fait, le problème avec les réseaux, c'est que vouloir tout simplifier, au bout d'un moment, en fait, on simplifie tellement que ça devient faux. Je suis pour simplifier, pour vulgariser tout ça, mais il faut pas que ce soit faux, et il faut pas que ce soit non plus dangereux pour la personne qui regarde la vidéo. Et on reviendra notamment tout à l'heure sur la neurodynamique. Prévenir le dos, c'est simple. Bah en fait non.
pas tant que ça, quand on regarde, parce que c'est pareil, hein, lui dans la vidéo il dit qu'il peut prévenir et soulager les maux de dos. Là je rappelle que, bon après là je vous ai mis le gros chiffre, mais en fonction des études, un chiffre qu'on retrouve c'est que 84% des gens auront mal au dos au moins une fois dans leur vie. Donc ce qui est relativement important. Et alors là, j'ai pas mis l'étude, mais de toute façon, je vous l'avais déjà présenté ailleurs. Il faut savoir qu'à peu près 50% des gens, en 5 jours, n'auront plus mal au dos, de toute manière, hein. Donc le mal de dos, ça vient dans la plupart des cas. Ensuite, prévenir les hernies discales, c'est quand même assez fort, dans le sens où un des paramètres les plus importants de hernie discale qu'on a trouvé à l'heure actuelle, c'est la génétique, hein. Donc c'est pas avec des exercices que vous allez changer quoi que ce soit à la génétique. Et ensuite, bah, on a des études hein, qui nous parlent de comment prévenir le bas du dos, et en fait, ça nous dit que, en raison de sa nature multidimensionnelle, aucune intervention unique n'est susceptible d'être efficace pour prévenir le problème global de la lombalgie. Donc c'est pas avec 3 pauvres exercices, sans aucune posologie, et balancés comme ça au pif pour tout le monde, que vous allez prévenir ou que vous allez soulager quoi que ce soit. Ok ? Donc qu'est-ce qu'on retient ici ? La hernie discale, il y a une grande part de génétique, donc on va pas changer, 84%, enfin quasiment tout le monde aura mal au dos à un moment donné dans sa vie. Ok ? Alors là, je vais vous présenter, parce qu'en fait, j'en vois souvent hein, sur les réseaux, si vous avez mal dans le dos et dans la jambe, si vous avez une sciatique, faites de la neurodynamique et tout ça. Donc là, je vais vous présenter quel type de structure ou quel type de problème peut donner des douleurs au niveau du bas du dos, mais aussi dans les membres inférieurs. Donc on a le disque intervertébral, ça maintenant vous le savez, parce que j'en ai déjà souvent parlé. Donc en gros on a la centralisation, la périphérisation. Donc quand on fait des mouvements dans un sens, la douleur elle va par exemple descendre le long de la jambe. Quand on fait les mouvements dans l'autre sens, elle va remonter et elle va se centraliser. Et si on a ça, on peut dire d'une manière assez sûr, on va dire, qu'on a bien le disque qui fait mal. Il faut savoir que les tests qu'on fait en clinique, quand ils sont testés dans les études, ils sont comparés à un test de référence. Si le test de référence, il est pas ouf, bah à la fin, les résultats pour nos tests cliniques, ils seront pas ouf non plus. Ensuite, pour les articulaires postérieurs, donc pareil, les articulaires postérieurs, ça peut donner de la douleur projetée qui va descendre le long des membres inférieurs. Et en fait, alors ça peut donner des douleurs projetées ou des douleurs référées. Mais en fait, le truc, c'est que pour là, c'est les critères de Revel, je sais pas comment ça se prononce, mais en gros, je vous ai mis plein d'études ici. En fait, ils utilisent tout le temps des différents dans les études. Même, je crois qu'il y a une étude où ils font des compilations de données. Et en fait, des fois, il y a une étude qui utilise des critères qui sont utilisés nulle part ailleurs, donc j'essaye de tout compiler. Et franchement, c'est pas ouf. Donc je vous les ai pas mis. Si vous voulez aller les vérifier, enfin aller voir ce que c'est, bah, vous avez les références ici. Mais en fait, c'est un cluster. Vous avez par exemple le chem test, le soulager à la position assise. Enfin, il y a tout un tas de tests comme ça. En général, c'est par cluster. Et à la fin, ça nous dit, ah, peut-être que c'est les articulaires postérieurs qui font mal. Ensuite, on a les articulations sacro-iliaques. Donc c'est l'articulation entre le sacrum, donc le sacrum c'est l'os ici, l'iliaque c'est cet os là. Alors du coup je décris vraiment pas mal les choses, j'ai essayé de faire une vidéo, si vous êtes kiné-ostéo, bon bah des fois ça sera peut-être un peu trop simple pour vous, mais si vous y connaissez rien, j'essaie quand même d'être assez clair. Donc sacrum, iliaque, on peut avoir des douleurs au niveau de la sacro-iliaque, pour ça on utilise le cluster de Laslett, et attention quand vous utilisez le cluster de Laslett, il y a 5 tests, ok. Si vous en avez 3 qui sont positifs, en général on dit que le cluster est positif, mais en fait vous pouvez pas inclure la sacro-iliaque, ok. C'est un test, c'est un cluster pour exclure la sacro-iliaque, ok. Ici on a une revue systématique avec méta-analyse, c'est pour exclure, ok. Donc si votre cluster de Laslett il est négatif, vous pouvez dire c'est pas la sacro-iliaque, mais s'il est positif, vous pouvez dire c'est la sacro-iliaque, mais peut-être que c'est autre chose aussi, ok. On a les muscles, ok, donc ils peuvent donner de la douleur référé. Donc en gros, bah vous, par exemple le petit fessier, il va donner des douleurs qui vont descendre face latérale de cuisse, qui vont même passer le genou, qui vont descendre le long de la jambe ici. Et pareil, ça peut être confondu, pourquoi pas avec une sciatique, hein, si on ne sait pas faire la distinction entre les deux. Ensuite, on a l'articulation de la hanche aussi, donc qui est à ce niveau-là. Et on voit en fait que ça peut donner donc de la douleur au niveau de la hanche, mais de la douleur aussi qui descend et qui passe le genou. Pourquoi je parle de qui passe le genou? Parce qu'après on verra tout à l'heure dans une étude, ils disent, ils ont mis dans sciatique tout ce qui dépasse le genou. Bon, donc là, la hanche, on a le cluster de Sutcliffe, alors là du coup je crois c'est 5 tests.
il faut que votre patient vous reproduisez sa douleur au secours test. Donc en gros, il est allongé sur le ventre et vous venez faire des mouvements du fémur sur le bassin. Il faut que ça soit douloureux à l'extension active, la flexion active. Il faut que le squat, ça reproduise la douleur sur le côté de la hanche ici. Et qu'il y ait un déficit de rotation médiale de 25 degrés, je crois. Et là, vous pouvez dire, ah, c'est la hanche qui fait mal. Alors ensuite, on a l'hyperalgésie secondaire. Alors avant de vous expliquer tout ça ici, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. En fait, l'hyperalgésie, déjà, en gros, quand vous faites mal, admettons, je sais pas, vous cognez la main, l'hyperalgésie primaire, ça va être l'augmentation de la douleur à l'endroit où vous vous êtes fait mal, ok? Ça, c'est normal. L'hyperalgésie secondaire, c'est qu'en fait, la zone autour, elle va devenir plus sensible, alors qu'il n'y a pas eu de coup. L'hyperalgésie tertiaire, c'est de l'autre côté, sur l'autre main, ça va devenir plus sensible aussi que ça ne l'était avant. Ok. Et l'hyperalgésie tertiaire, alors je vais pas en parler là, mais en gros, quand vous avez des patients ou des gens, ou même sur les réseaux, j'ai mal à l'épaule droite, du coup j'ai dû compenser dans l'exercice, je me suis fait mal à l'épaule gauche, pourquoi pas? Mais aussi, il faut pas oublier qu'il y a de l'hyperalgésie tertiaire qui peut se mettre en place. Ok, c'est pas forcément une histoire juste de contraintes mécaniques qu'on a déplacées, ça peut tout à fait être de l'hyperalgésie tertiaire. Ok, en fait, on peut avoir l'inflammation qui va remonter. Ça va être en gros dans le ganglion ici, tous les neurones ils sont quasiment au même endroit. Hein. Donc dès qu'il y a de l'inflammation qui vient ici, vu que la neuroinflammation est systémique, ça va se propager un petit peu partout. Ça peut se propager dans la moelle et ça peut aller de l'autre côté, ok, et contaminer, et ça peut toucher l'autre côté. L'hyperalgésie, ça pas confondre avec l'allodynie, ok. En gros, l'hyperalgésie, c'est que quelque chose qui faisait un stimulus qui faisait mal à la base, il fait plus mal, ok. L'allodynie, c'est quelque chose qui ne fait pas mal normalement, fait mal. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un coup de soleil, si vous, par exemple, vous allez sous l'eau chaude, vous prenez une douche, vous n'avez pas de coup de soleil, et que vous mettez l'eau chaude, par exemple, à 40 degrés, bon bah c'est chaud, ça fait pas mal, mais si vous mettez peut-être à 50, j'en sais rien, ça va commencer à vous brûler et à faire mal. Si vous avez un coup de soleil, les 40 degrés qui faisaient pas mal, ils vont faire mal peut-être. Donc là, ça c'est ce qu'on appelle l'allodynie. Et les 50 degrés qui avant vous brûler, bah là ils vont carrément vous brûler ultra fort. Ça c'est l'hyperalgésie secondaire. Voilà, c'est pour différencier les deux. Comment ça se passe ça? En fait, on va avoir une activation des voies facilitatrices descendantes. Donc au niveau de la douleur, en gros, pour faire très simple, le cerveau il va faciliter les certaines voies qui font que la douleur elle sera déclenchée plus facilement entre guillemets. Mais ça va surtout en fait étendre la zone. C'est ce qu'on appelle aussi la potentialisation à long terme. Donc en fait c'est la synapse entre le premier neurone nociceptif et le suivant qui devient plus excitable sur une longue durée. Comment on peut mettre ça en évidence? Et donc vous pouvez utiliser le wind-up pour repérer ça, quoique ça identifie aussi ça identifie aussi une irritabilité. Le wind-up, qu'est-ce que c'est, hein? Vous piquez une zone, par exemple la zone où il n'y a pas de douleur, vous piquez 10 fois à 1 Hz, et normalement ça doit faire, ça fait mal à 3 sur 10, 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 ok. Si vous allez sur une zone où il y a de l'irritabilité, où il y a un wind-up, c'est ça fait mal à 3 sur 10, ça fait mal à 3 sur 10, ça fait mal à 5 sur 10, ça fait mal à 8 sur 10, et le mec il va retirer son bras. Ok. Après, vous pouvez aussi utiliser, là je l'ai pas mis, un algomètre de pression. D'accord. Donc en fait, par exemple, l'algomètre de pression, la personne, elle a mal au cou, à droite, on va dire, et à gauche, il n'y a pas de problème. Bah, vous appuyez avec un algomètre de pression, donc vous avez deux seuils, en fait, avec l'algorithme de pression. Vous avez le premier seuil où vous allez identifier à partir de quand ça fait mal à la personne, et le deuxième seuil, ça va être à partir de quand elle va retirer son corps parce que ça fait trop mal, elle peut plus supporter. Et ensuite, vous allez pouvoir faire la même chose de l'autre côté, et vous allez pouvoir identifier une certaine zone. Si la personne elle a mal à l'épaule, par exemple, vous pouvez tester l'algomètre de pression sur les deux épaules, et après vous pouvez tester sur le bras. Et si vous testez, par exemple, sur le bras ici, alors qu'a priori, eh ben, elle est pas censée, elle a pas mal ici, mais que c'est plus sensible que de l'autre côté, vous pouvez vous dire, ah, peut-être qu'il y a de l'hyperalgésie secondaire. Ok, ça peut être une chose. Et donc l'hyperalgésie secondaire, si vous avez mal au bas du dos, bah, la zone elle peut s'étendre en fait. Et ça peut commencer à prendre par exemple les fesses ou le haut des cuisses, ou remonter le long du dos. Mais ça peut donner une douleur qui peut descendre dans les jambes.
Et ensuite, on a le nerf sciatique. Donc, alors pareil, le nerf sciatique, il y a deux types de douleurs, je reviendrai après. Donc, le nerf sciatique, il peut faire mal si, par exemple, il y a de la compression ou de l'inflammation. Pensez à l'inflammation, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des douleurs de nerf sciatique qui n'ont pas forcément de compression à l'IRM. C'est juste que le disque, il peut être un petit peu inflammé, et l'inflammation, elle vient toucher les racines. On peut avoir la mécanosensibilité. Alors, la mécanosensibilité, je rappelle, c'est de la douleur nociceptive. En fait, vous avez votre nerf, il est dans une gaine, c'est du tissu conjonctif, et de ce tissu conjonctif, il est énervé, il y a des nocicepteurs. Au même titre que dans votre capsule articulaire, il y a des nocicepteurs. Si vous activez ces nocicepteurs, et que ça déclenche de la douleur, on appelle ça de la douleur nociceptive. Donc la mécanosensibilité, donc ça se met en évidence avec un test neurodynamique qui est considéré comme positif si les symptômes peuvent être reproduits. Donc si vous reproduisez les symptômes de votre patient, premier critère. Le deuxième, c'est s'ils peuvent être modifiés par une différenciation structurelle. Qu'est-ce que c'est une différenciation structurelle? C'est qu'en gros, vous mettez votre patient ici. Alors lui, par exemple, le patient, il a mal, je sais pas, ici, et puis tout le long, voilà, ça doit être le nerf sural, une branche du nerf sciatique. Ça reproduit sa douleur dans la jambe. Si, quand il met la tête vers l'arrière, la douleur dans la jambe diminue ou disparaît, eh ben, vous pouvez vous dire que c'est peut-être le nerf, parce que la tension dans le nerf sciatique, elle n'a pas changé. Et commencez pas à me sortir vos chaînes myofaciales, ça n'a aucun sens. Ok, j'ai déjà fait une vidéo dessus. C'est un peu des histoires qu'on vous raconte quand on vous parle de la chaîne postérieure qui va la chaîne postérieure superficielle qui va jusqu'à la base du crâne. Elle a été identifiée que jusqu'à à peu près ici. Et puis de toute manière, si ça reproduit des fourmis ou des choses comme ça, c'est sûr et certain que c'est le nerf. Ok. Lorsque les nervi nervorum, donc les nervi nervorum, c'est les nerfs des nerfs. Ok. Ils sont sensibilisés. On peut avoir une allodynie, donc ça veut dire que quand vous allez mettre en tension quelque chose qui faisait avant ça faisait pas mal, là ça fait mal, mécanique, lors de la palpation du nerf ou de sa mise en tension. Et on peut avoir de la libération en fait à ce niveau-là de substances inflammatoires algogéniques, on peut de l'œdème qui vont agir et ça va entretenir en gros le cercle vicieux de cette douleur-là. Bien évidemment, on peut avoir, et là j'en ai pas parlé, de la douleur radiculaire ou de la douleur neuropathique qui descend le long de la jambe. On va voir ce que c'est après, et là on est plus sur de la douleur nociceptive, ok. Maintenant on va parler sciatique. Alors avant je voulais juste revenir sur une chose. En fait, qu'est-ce qu'on fait de tous ces tests ici? Ah, c'est le disque qui fait mal, ah, c'est l'articulaire postérieur, ah, c'est la sacroiliaque, ah, c'est le muscle, ah, c'est la hanche. Dit comme ça, c'est beau, on se dit, ouais, bon, bah, on va pouvoir vraiment trouver le problème et travailler dessus. Je sais pas si c'est une bonne idée, parce qu'en fait, ça peut aussi vous limiter. C'est-à-dire, ah, c'est la hanche, bon, bah, on va faire que de la hanche, et mais peut-être que c'est pas une bonne idée. Donc, de toute manière, le traitement, il doit toujours être adapté au patient. Votre patient qui a mal à la hanche, il a mal à la hanche, mais il est dans un contexte, et peut-être que dans son contexte, lui, il veut améliorer certaines choses, donc peut-être des mouvements qui vont être plutôt globaux, des choses de sa vie quotidienne, et la hanche, en fait, ça sera un travail secondaire. Si faites pas que... Enfin voilà. En fait, ou même la sacroiliaque, c'est pas parce que le mec il a mal à la sacroiliaque qu'on va faire que des mouvements d'ouverture sur le côté pour mobiliser la sacroiliaque. Oui. Faut pas que ça vous ferme en fait le fait d'avoir. De toute façon, ça va être très difficile de savoir si c'est la sacroiliaque. On a vu que le stade de la 7 c'est plutôt pour exclure. Mais admettons, vous êtes sûr de vous, c'est la sacroiliaque. Qu'est-ce que vous en faites une fois que c'est ça? Est-ce que ça fait vraiment une différence dans vos traitements pour le coup, que ce soit la sacroiliaque ou l'articulaire postérieur derrière? Est-ce que vous n'allez pas finalement faire des gros soulevés de terre et des gros squats à votre patient? Bon, j'exagère un petit peu, mais voilà, c'est pour dire que c'est pas uniquement sur... Faut que je trouve la structure qui fait mal. Là, je vous présentais ça pour vous montrer par la suite qu'en fait, c'est important quand même de savoir qu'il y a plein de choses qui peuvent donner des douleurs dans le bas du dos et qui peuvent descendre dans les jambes. Ok? Donc, la sciatique, donc ça je vous en ai parlé, j'en ai déjà parlé. Donc en fait, par exemple, on a cette étude-là, ils ont voulu utiliser des médicaments et ils ont pris dans les termes de sciatique, donc les synonymes de sciatique pris en compte, c'était radiculopathie, atteinte des racines nerveuses, compression des racines nerveuses, syndrome radiculaire lombosacré, douleur des racines nerveuses, piégeage des racines nerveuses et la douleur irradiant sous le genou. Les douleurs qui irradient sous le genou, bah c'est pas ouf en fait, parce que on a que des trucs de nerfs, et en fait, donc avec la radiculopathie, donc c'est quand même, là on a de la perte de fonction, et des choses comme ça. La douleur, la mécanosensibilité, c'est de la douleur nociceptive du nerf, donc ça peut donner des douleurs qui descendent, pas sûr que ce soit à inclure forcément dans la sciatique, surtout si on a que ça.
La hanche, voilà, ça peut donner des douleurs ici, donc si on donne des médicaments pour la sciatique mais que c'est un problème de hanche, est-ce que ça va marcher? Pareil pour la sacroiliaque, pareil pour le muscle ici, on le voit que ça descend sous le genou. Pareil pour le disque, pareil pour l'articulaire postérieur. Voilà, donc douleur qui irradie sous le genou, on fout un peu tout et n'importe quoi dans le même panier. Ça n'a pas trop de sens, ça n'a pas trop de sens. Donc qu'est-ce que c'est vraiment une douleur sciatique? Une sciatique, alors là je vais vous présenter deux études. Donc on a ici des items, on en a 5, on a la douleur radiculaire dans une jambe, un test d'élévation de la jambe tendue positif avant les 60 degrés, et un test positif au niveau du... c'est ce qu'on appelle le PKB, hein, quand on vient étirer le nerf fémoral. Il faut avoir une perte au niveau des réflexes, donc une diminution, une abolition du réflexe au niveau de la cheville, une perte de force unilatérale, et des douleurs dans la jambe que d'un côté. Là, il y a des points. Si vous avez 11 sur 20, le cutoff il est à 11. Si vous avez 11 sur 20, vous pouvez dire que vous avez une sciatique. Ok? Après, c'est toujours la même chose. Vous, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir que vos patients il est une sciatique? Je reviendrai après, juste après, après ça. Qu'est-ce que vraiment une douleur sciatique? On a une autre étude qui nous dit qu'il faudrait une douleur sous le genou, une douleur à la jambe pire que la douleur dans le dos, un déficit neurologique et une tension neurale positive. Pareil. Alors là, on va classer les gens dans les sciatiques ou pas, mais de toute manière, ça revient toujours sur le même problème de la vidéo du début, c'est que plein de gens vont avoir des sciatiques, mais ils auront tous des traitements quasiment différents, parce qu'en fait, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'auront pas forcément la même douleur, ils n'auront pas forcément les mêmes contraintes dans leur vie, et donc du coup, le traitement, il va être adapté en fonction de chaque personne. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui fait... Là, vous êtes kiné de l'épaule, ou kiné du cou. Vous allez faire que ça de vos journées, mais vous n'allez pas faire le même traitement à chaque fois. Ça n'a pas de sens. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que sur la tension neurale positive, on sait que plus une radiculopathie elle est importante, donc plus on a un déficit neurologique important, moins il y a de risque d'avoir de la mécanosensibilité. La douleur neuropathique, c'est de la mécanosensibilité axonale, et le DN4 il sera positif, c'est comme ça qu'on fait pour le repérer. Alors là je vous ai mis un schéma, il faut le comprendre. En gros vous avez votre nerf, là on a les axones, et en fait on voit il y a une branche ici qui vient, et ça en fait c'est les nervi nervorum. Donc si on stimule ça, c'est de la douleur nociceptive du nerf, ok? C'est des nocicepteurs qu'on active et qui sont dans la gaine du nerf, c'est de la mécanosensibilité. Si c'est les axones qui posent problème, là on va plutôt partir dans la douleur neuropathique ou la douleur radiculaire, ça dépendra de s'il y a un déficit neurologique ou pas. Pourquoi, quand la neuropathie elle progresse, et encore ça dépend de la neuropathie, il y a moins de risques d'avoir des tests de mise en tension positifs? En fait, dans certains types de neuropathie, alors en fait dans un nerf il y a des grosses fibres et des petites fibres, ok? On va faire très simple. Les grosses fibres c'est les motrices, la sensibilité, le toucher, le toucher comme ça, et les réflexes. Et on a des petites fibres qui, elles, c'est plutôt la douleur et la température. Alors la douleur, c'est des nocicepteurs. Les nocicepteurs, ils encodent des stimulus nocifs, ok? Donc thermiques, mécaniques et chimiques. C'est pas des capteurs de douleur. La douleur, c'est l'interprétation qu'en fait le cerveau ensuite. Mais on a des nocicepteurs. Les nocicepteurs, c'est des petites fibres. Et si on est dans un cas de neuropathie où les petites fibres sont en train de mourir, et bah ces petites fibres qui énervent qui énervent le nerf, elles vont mourir aussi. Et donc du coup, s'il n'y a plus de nocicepteurs, il y aura moins de risques quand on va mettre en tension de déclencher de la douleur, vu qu'on stimulera plus les nocicepteurs. J'espère que ça c'est compris pour vous. Et donc, du coup, alors ça je reviendrai dessus juste après. Attention, voilà. Donc en fait, si dans certaines neuropathies vous avez pu ces nocicepteurs dans la gaine du nerf, vos tests de neurodynamique qui seront négatifs, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de neuropathie, justement. Et donc du coup, il faut faire attention aux études qui utilisent des tests neurodynamiques pour détecter de la neuropathie. Ça n'a pas de sens. En fait, c'est... vous utilisez le mauvais outil, ok? Donc, par exemple, vous voulez monter une étagère, vous devez mesurer 3 mètres, vous allez plutôt utiliser 1 mètre ou un pointeur laser pour avoir vos 3 mètres. Si vous commencez à empiler des bananes et des kiwis, à la fin, vous allez avoir, je sais pas moi, 30 bananes et 20 kiwis.
ils n'auront pas tous la même forme. Un coup, peut-être vous allez retomber sur vos pattes et ça va marcher, votre étagère, elle fera à peu près la taille que vous voulez. Et des fois, ça va être complètement n'importe quoi, ça n'aura aucun sens. Bon, c'est pas la meilleure analogie du monde, mais vous avez compris en fait que si vous n'utilisez pas le bon outil, et qu'en plus l'outil varie en fonction, parce que du coup, bah, les pommes et les bananes et les kiwis n'ont pas toujours la même forme, à la fin, ça n'a plus aucun sens de faire ça. Donc détecter des pertes de fonction avec des tests neurodynamiques, ça n'a aucun sens. Ok, là, on fait que des tests pour provoquer de la douleur ou diminuer la douleur. Dans une neuropathie, on n'a pas forcément de douleur, hein. On a des neuropathies qui sont asymptomatiques, avec zéro douleur. Pareil, ils ont essayé de refaire la même chose avec cette étude-là. Ils ont foutu tous les tests, les 4 tests pour essayer de savoir. Effectivement, dans certains cas, en fait, on retrouve, c'est pas totalement éclaté, mais en fait, c'est parce que ils retombent sur leurs pattes, parce que du coup, ils prennent plein de gens, et forcément, il y a des sous-groupes où, si c'est des neuropathies, par exemple, qui touchent pas les petites fibres, bah, peut-être ça va marcher, mais ça va être très mauvais pour des personnes, donc, et la personne qui est en face de vous, qui vient vous voir au cabinet, c'est pas une moyenne de toute l'étude, ok? C'est un mec qui appartient potentiellement à un sous-groupe de personnes, et s'il appartient au sous-groupe où dans l'étude ils sont passés à côté, bah vous allez passer à côté. Et je vous dis aussi attention à ça, parce que je connais des personnes qui sont formées en neurodynamique, et on leur a appris à repérer des compressions avec 25 000 tests neurodynamiques, en gros, où en fonction de là où on commence, on repère l'endroit de la compression. Non, c'est pas comme ça, faites un bilan neuro, évaluez la fonction, et après faites vos tests neurodynamiques, mais c'est plus important d'évaluer la fonction. Un mec, son nerf, il a plus de force, il a plus de sensibilité, que ça lui fait mal quand on tire comme ça. En vrai, lui, ça le dérange, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si à la fin, il a son bras qui est paralysé, c'est ça qui est embêtant. Donc, on va revenir sur ça. Alors, là, c'est pour parler douleur radiculaire, radiculopathie, douleur neuropathique. Alors, si vous voulez vraiment aller plus loin, bon, je vous le dirai peut-être après, tout ça, dans la formation que j'ai faite sur les drapeaux rouges, j'en parle, ok? Vous connaîtrez la différence entre douleur neuropathique, douleur radiculaire, mécanosensibilité, neuropathie, radiculopathie. Tout ça, vous connaîtrez la différence. D'ailleurs, radiculopathie, neuropathie, en fait, c'est juste où est le problème. En fait, si vous avez, si la pathologie elle est sur un nerf, on appelle ça une neuropathie. Si elle est sur une racine, on appelle ça une radiculopathie. Faut faire juste attention au niveau du dos. Parce qu'en fait ça c'est la racine dorsale, ça c'est la racine ventrale, donc si ça touche ici c'est une radiculopathie, si ça touche ici c'est une radiculopathie, ça c'est le nerf spinal, mais si ça touche ici c'est aussi une radiculopathie, ok? Parce que en médecine, le nerf spinal c'est une racine, ok? Si vous parlez à un anatomiste, il va vous dire tais-toi, c'est pas une racine, c'est un nerf. Mais en médecine, ça c'est une racine. Donc comment on fait pour différencier? Je vais essayer de faire simple, ok? La douleur radiculaire, donc elle peut être avec ou sans la radiculopathie, les deux sont pas forcément ensemble. En fait, on va avoir une hyperexcitabilité et des décharges ectopiques au niveau de la racine dorsale ou du ganglion de la racine dorsale. Des décharges ectopiques, c'est des décharges qu'on peut sentir qui sont spontanées, en fait. Vous allez avoir des patients, des fois, ils vous diront ah ouais, bah des fois je fais rien et puis d'un seul coup, clac, clac, ça me lance comme ça. Bah ça, c'est des décharges ectopiques. Voilà, ça peut brûler, des chocs électriques, des choses comme ça. Donc en gros, vous allez avoir un DN4 qui va être positif avec du gain de fonction. Ok. Alors là, on a introduit une nouvelle notion. Dans un problème de nerf, votre nerf, soit il fonctionne normalement, donc dans ce cas, il n'y a pas de problème, soit il fonctionne trop, on a du gain de fonction, soit il fonctionne pas assez, il y a de la perte de fonction. Et en fait, dans une neuropathie, la neuropathie, ça se traduit par de la perte de fonction. Le nerf, il marche moins bien. La mécanosensibilité, c'est du gain de fonction. Donc en fait, on est en train d'essayer de repérer s'il y a dans ces études-là qui sont complètement débiles, on essaie de repérer s'il y a de la perte de fonction avec des tests qui se sont traduits par du gain de fonction. Ok. Ah bon, dernière notion que je mets là, le gain de fonction, il peut masquer de la perte. C'est pour ça qu'il faut bien faire ces tests neuro. Ok. Le DN4 c'est quoi? C'est un questionnaire, il y a 10 questions, donc en gros vous demandez à votre patient si il a des chocs électriques, si ça brûle, s'il a une sensation de froid douloureux, s'il a des picotements, des engourdissements, des fourmillements, s'il y a des douleurs au frottement, s'il y a des démangeaisons, et ensuite vous regardez s'il y a de la perte au pinceau et de la perte au picot. S'il y a 4 sur 10, c'est classé comme DN4 positif, douleur neuropathique.
mais plutôt douleur radiculaire si on est plutôt sur du gain de fonction, ok. Et le gain de fonction, bah, c'est les nerfs qui vont être plus sensibles, donc c'est tout ce qui va être, ça peut être de l'hyperalgie secondaire, ça peut être de l'allodynie, ça peut être des fourmillements justement, et toutes ces choses-là. La radiculopathie, là c'est une perte de fonction avec ou sans douleur, on s'en fiche s'il y a de la douleur ou pas, si votre personne elle a une perte de force, c'est une neuropathie, ok. Enfin, c'est une neuropathie si la perte de force elle est pas... si la perte de force elle est pas... si elle n'est pas réversible, ok. Si la perte de force est réversible, bah là, c'est pas une radiculopathie, c'est autre chose. La réversibilité, ça sera pas sur tous les types de fibres, mais là, je vais pas tout faire au bout d'un moment. Donc, si vous avez des déficits neuraux, mais qui sont réversibles, c'est pas une radiculopathie. Si vous avez des déficits neuraux, perte de sensibilité, perte de force, abolition ou diminution des réflexes, qui sont pas réversibles, là, on est sur de la neuropathie ou de la radiculopathie. La douleur neuropathique, donc déjà la définition, c'est que c'est une lésion ou une maladie qui touche le système nerveux et qui peut entraîner ou non, faut qu'il y ait une perte de fonction, hein, qui peut entraîner non seulement une perte de fonction, mais aussi une sensibilité accrue à la douleur et une douleur spontanée. Donc c'est pour ça que le DN4 il sera positif. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, les 10 questions, le DN4 sera positif, mais on aura de la perte de fonction qui sera associée à ça. Et donc, juste pour vous dire que si vous avez un patient qui vient pour des problèmes de dos et que vous détectez une neuropathie, s'il ne vient pas pour ça, il faut que vous le renvoyiez, ok, chez le médecin. Je rappelle que 4 à 17% des neuropathies sont asymptomatiques, et des fois ça peut être juste des gens qui ont une douleur au dos, ils viennent vous voir, et en fait il y a une neuropathie derrière. Pourquoi il faut renvoyer chez le médecin? Parce qu'en fait, vu que c'est une lésion ou une maladie du nerf, il faut savoir ce que c'est. Si le patient il vient, vous détectez ça, et peut-être ils vont faire un scanner ou je sais pas quoi et qu'ils vont voir une hernie ou quelque chose qui compresse le nerf, par exemple. Ça peut être aussi de l'inflammation, mais faut faire des recherches. Mais après, ça peut être des maladies. Donc, par exemple, si votre patient il a du diabète ou il a des problèmes de thyroïde, on sait que ça peut donner des problèmes de nerfs. Donc, il va falloir identifier d'où vient le problème pour pouvoir traiter au mieux le patient et pas le laisser traîner avec sa neuropathie parce que son nerf, en fait, il est en train de perdre en capacité au fur et à mesure du temps. Donc vous avez compris, on ne recherche pas de neuropathie avec des tests neurodynamiques, c'est du gain de fonction, nous on cherche de la perte, c'est des tests pour rechercher de la douleur des nerfs, de la douleur nociceptive des nerfs, ce n'est pas pour détecter de la perte de fonction. Ça, c'est une diapo, je vous l'ai mise en rouge ici, parce que dans justement la formation que je vous propose sur les drapeaux rouges, il y a une partie justement sur le bilan neuro. Alors, il y a une partie sur le bilan neuro, je parle pas de traitement, je parle juste d'identification, notamment des radiculopathies et des neuropathies, parce que c'est pas pour vous, donc c'est dans les drapeaux rouges où on renvoie, ok? Ou les signes centraux, on renvoie. Mais vous attendez pas à ce qu'il y ait des techniques de traitement, ok? Il y a d'autres formations pour ça, là c'est vraiment, là c'est différent. Mais du coup on voit quand même toute la physiopatho derrière. Donc là, c'est ce que je mets ici, hein, les tests neurodynamiques qui testent la douleur et pas la fonction. Donc en gros, l'atteinte potentielle de la fonction neurale, c'est de la perte de fonction. Donc c'est avec les tests d'intégrité neurologique, sensibilité, force, réflexe. Les tests de provocation neurodynamique, c'est pour tester le gain de fonction. Il est donc communément admis que les lésions nerveuses mineures peuvent se présenter avec des tests neurodynamiques positifs, même si les tests de la fonction neurologique sont normaux. Étant donné que les tests neurodynamiques sont censés identifier le gain de fonction, c'est-à-dire une mécanosensibilité accrue, on peut supposer que les patients avec des tests neurodynamiques positifs sont caractérisés par un gain de fonction, alors que la perte de fonction peut prévaloir chez ceux dont les tests neurodynamiques sont négatifs. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Là, je vous ai mis comment on valide un test pour savoir s'il y a de la mécanosensibilité ou non. Et là, je vous ai mis quelques petits chiffres. Juste pour vous en rendiez compte, c'est que plus de 54% des patients atteints du syndrome du canal carpien ont des tests neurodynamiques négatifs, ok. Donc vous allez passer à côté un canal carpien sur 2 si vous faites juste des tests neurodynamiques. 57,1% des patients atteints de radiculopathie lombosacrée ont un SLR négatif. Donc là, si le mec il a une radiculopathie, c'est 6 sur 10 à qui vous allez passer à côté. Et pour les douleurs irradiantes, c'est 28,3% qui ont un test SLR négatif. Donc là, vous allez passer à côté d'un tiers des patients quasiment. Donc c'est pour ça, la neurodynamique, déjà en tant que traitement, on verra après, bon c'est plutôt pas mal, mais il ne faut pas non plus croire que c'est la chose ultime. Mais par contre, en termes de diagnostic des neuropathies et des radiculopathies, c'est nul. Parce que c'est pas l'objectif en fait.
Zoom sur la mécanosensibilité. Donc la mécanosensibilité, maintenant vous le savez, c'est une douleur de type nociceptive. Ok, ça j'espère que c'est clair. Donc un test, bon, s'il reproduit la douleur et qu'il y a une différenciation structurelle, ça maintenant, c'est sûr et certain, vous le savez, je l'ai répété 400 fois. Est-ce que c'est efficace la neurodynamique? Alors dans les mobilisations nerveuses, elles sont efficaces pour les lombalgies liées aux nerfs, donc vraiment avec de la plutôt avec de la mécanosensibilité. Et même pourquoi pas, on verra en fonction des mécanismes, ça pourrait aider dans d'autres types, peut-être dans la douleur radiculaire, mais très compliqué à dire. Les techniques de glissement, ça met moins de tension, c'est plus sécuritaire, donc pourquoi pas. Les tensions, les exercices de tensionning, donc attention parce que ça peut augmenter les douleurs. Donc c'est l'exercice numéro 2 qui est présenté dans la vidéo du début. C'est un étirement des ischio-jambiers, mais ça met en tension le nerf sciatique. Dans cette étude, ils disent que dans des cas chroniques au niveau du bas du dos et des douleurs au niveau du talon, ça pourrait aider. Ok. Personnellement, j'utilise pas vraiment. Et les glissements, rappelez-vous que si vous voulez faire un glissement du nerf médian ou des choses comme ça, soit vous faites vos glissements spécifiques comme on voit sur les réseaux où c'est vraiment du glissement comme ça, soit vous faites ça dans des exercices de muscu. Vous voulez faire un glissement du nerf médian, vous lui faites faire des curls sans tirer dessus, dans une amplitude qui est confortable pour le patient, et vous le chargez, vous essayez de... Voilà, par exemple, vous pouvez faire ça. Neurodynamique, plus on charge. Je rappelle que quand on fait un mouvement, il n'y a pas que les muscles qui bougent. Les nerfs, ils coulissent, les artères, ça bouge, les veines, ça bouge, il y a tout qui bouge. Dans cette étude-là, ils disent que c'est efficace, mais en fait, ce serait pas mieux qu'autre chose. Après, c'est toujours pareil, c'est que c'est un peu compliqué, parce que quand ils font des revues, ça dépend de ce qu'ils vous foutent dedans en fait. Et le problème c'est que des fois ils ont du mal avec certaines définitions parce que si vous mettez des glissements et des techniques de tension, bah en fait peut-être que les glissements ça marche, les tensions ça flambe les patients, bah du coup la moyenne elle sera bof. Mais en fait c'est juste que chez certains ça marchait, ça marche, peut-être ça marche pas. Toujours compliqué dans ces choses là. Ici, ça marche, mais besoin de plus de données, peut-être de sous-grouper les patients. Donc ça, c'est l'évolution de celle-là. Ça, c'est la méta-analyse. Ils ont repris ce que eux ont fait et ils ont rajouté 3 études, je crois. Et ici, c'est efficace, mais ils ont eu du mal avec la définition de statique. Voilà, parce qu'en fait, des fois, il y avait une confusion entre douleur radiculaire et radiculopathie. Encore une fois. Donc, en fait, on voit que les définitions, d'un moment, ça a quand même son importance pour classer. Parce qu'en fait, c'est pareil, hein. Tout à l'heure, on a parlé des sciatiques. Alors, super, vous avez fait ça, vous êtes content que votre patient ou ça. Et vous, ah, mon patient, il a une sciatique, super. Qu'est-ce que je fais? Je sais, parce qu'en fait, c'est toujours difficile. Là, il y a des signes de radiculopathie, il y a des signes de mécanosensibilité, il y a des signes de douleur radiculaire. Là, il y a déficit neurologique, mais il n'y a pas forcément de signes de douleur radiculaire. Parce que ça, c'est pas de la douleur radiculaire. Non, il n'y a pas de signe de douleur radiculaire. Voilà. Alors après, ça peut aider, je pense, pour les études. Parce que comme ça, si on dit ça, c'est les patients qui ont des sciatiques, bah, du coup, on va faire un classement des patients et on va mettre un petit groupe et ça va nous éviter de mettre des gens avec des douleurs sous le genou. Nous, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ils ont été testés et qui vont nous fausser les moyennes. Et qui vont fausser les résultats des études. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez face à un patient qui a des douleurs qui descendent, alors après, moi, je suis pas trop pour forcément faire tous les tests ici pour savoir c'est vraiment quelle structure qui fait mal, sachant que ça, c'est pas ouf. Là, c'est bien, mais après, ça vous dit pas ce que vous faites. Moi, je suis plutôt pour, on évalue le système nerveux, et déjà, on voit ce qui se passe au niveau du système nerveux, ok? La première chose à faire. Pareil, face à une douleur dans les jambes, on peut peut-être voir aussi ce qui se passe au niveau vasculaire, si on a des signes de claudication, mais enfin bon, ça fait pas forcément mal dans le dos. Mais pareil, on peut avoir des douleurs dans les jambes qui sont d'origine vasculaire. Et donc là, on va voir, est-ce que c'est efficace? C'est pas ça la question c'est comment ça marche, j'ai oublié de changer le titre, mais en gros je vous présente les mécanismes, mais il faut savoir que c'est des études sur les animaux, sur les cadavres et in vitro, donc c'est pas non plus on n'est pas sûr, voilà, c'est des idées mais on n'est pas sûr. Donc ça pourrait diminuer la douleur médiée par les fibres C, donc ça peut être les fibres justement, les nocicepteurs qui sont dans la gaine du nerf, par des mécanismes d'inhibition au niveau de la corne dorsale, ça peut aussi avoir des activations au niveau des voies descendantes, des voies d'inhibition descendantes de la douleur, réduction de la sensibilisation centrale, voilà. Donc les fibres C, ça serait plutôt des mécanismes périphériques, et l'activation des voies descendantes et la réduction de la sensibilisation centrale, ça serait plutôt des mécanismes centraux.
Ça pourrait prévenir ou réduire l'œdème intraneural, hein, et l'œdème intraneural, lui, il peut déclencher du gain de fonction ou de la perte. Ok, il peut déclencher les deux, donc si on a du gain de fonction qui déclenche de la mécanosensibilité, ça peut aider. Ça peut réduire la fibrose intraneurale, ça pourrait diminuer les médiateurs inflammatoires, plutôt localement a priori, favoriser la survie des cellules, accélérer la croissance axonale cellulaire et limiter les effets, limiter l'apoptose. Donc l'apoptose, c'est la mort des cellules. L'apoptose, c'est la mort des cellules. Accélérer la croissance axonale, toujours difficile, parce que pareil, c'est in vitro. Donc quand on met la bonne tension, on sait ce que ça donne, et donc du coup, on peut guider. Quand vous tirez sur un nerf, vous savez pas quelle tension vous mettez, plus difficile. Et si on tire trop, par contre, c'est de la mort axonale que vous allez avoir. Améliorer l'activité, donc du coup voilà, donc, vu qu'on sait pas, c'est pour ça que tirer sur les nerfs c'est peut-être pas la meilleure idée. Améliorer l'activité nerveuse, stimuler les fibres nerveuses et augmenter la vitesse de conduction nerveuse, stimuler les mécanorécepteurs, activer le système nerveux parasympathique. Voilà, je vous ai mis des mécanismes, pourquoi? Parce que dans la vidéo qu'on a vue au début, on nous dit ça envoie de l'influx au niveau du dos. Super. En gros, clairement, la personne nous dit j'ai aucune idée de comment ça marche, je vais vous balancer un flux nerveux et vous serez content. Donc là on essaye d'être un petit peu plus sérieux. J'espère que ça va, on est à la moitié de la vidéo. Non, on a fini, là c'est la fin. À la fin, ça finit, il finit la présentation avec du gainage. Je vais pas revenir dessus, mais je vais juste expliquer que si vous avez mal au dos sur un squat, faire du gainage, alors il y a toujours pareil, on pourra dire pourquoi pas, mais du gainage juste sur le dos avec zéro intensité dans une position où vous pouvez tenir 4 minutes, je vois pas l'intérêt, donc mettez de l'intensité dans ce que vous faites, ou alors si vous voulez renforcer vos spinaux, par exemple sur une reverse hyper, et ensuite vous faites de l'extension en fin d'amplitude. Si au squat vous avez mal au dos, par exemple sur le bas du mouvement, vous êtes plutôt en flexion du rachis cervical, il n'y a aucune spécificité, en fait, à aucun moment sur un squat, on est en extension. On va être plutôt vers la flexion, même si on essaie de garder le buste droit. Au niveau lombaire, par exemple, il y aura de la flexion. Donc quand on creuse comme ça sur des exercices, il n'y a aucune spécificité. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je voulais juste vous dire, revenir sur la... Parce que là, du coup, les derniers qui êtes là, c'est les intéressés. Dans la formation, juste pour vous dire, sur la neuro... Là, j'ai mis cette diapo-là, qui est une diapo issue du truc. Et il y a, pour vous dire, dans cette partie-là, donc la partie neuro, mais bilan, il y a 80 diapos de ce type-là. Alors celle-là, elle est vraiment chargée. Mais il y a 80 diapos, voilà, ici. Et donc, du coup, je vous explique comment faire un bilan neuro. Et je vous explique toutes ces différences, justement, entre douleur radiculaire, douleur neuropathique et tout ça. Ok? Bon, je vous laisse tranquille. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut!